parce qu'il n'y a pas de germination qui va se faire. Tu sais, il y a pas même si tu as des graines qui vont se transporter, ils ne passent pas à travers le... J'ai bien hâte de vous écouter. Ça va vraiment intéressant, votre modèle. Ça fait combien de temps ça existe? On a breveté ça en 2016. Ah, OK, c'est assez jeune. C'est assez jeune. On a... Écoute, Moi, j'ai un an et demi. Mon organisme que je présente aujourd'hui. On est fort. Ah, OK. On est un petit bébé. Puis, en agriculture, malheureusement, les données doivent être locaux. Qu'est-ce que c'est qui marche en Californie? Mexique, non. Texas, non. Même au Québec. Pourquoi? Parce qu'on protège le savoir ou juste les données sont difficiles à utiliser? C'est différentes conditions climatiques, sol, cultivar, tout est différent. Ah, ça fait du sens. Bon, on va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui et malgré le beau temps d'être venus nous voir et on va pouvoir échanger avec ces entrepreneurs de qualité, vous allez voir. Moi je suis Florence, je travaille à l'Esplanade Québec. Donc l'Esplanade Québec, c'est un accélérateur d'entreprises à impact social et environnemental. Et on accompagne des entreprises. Donc quand on dit entreprise, c'est n'importe quel statut juridique. Ça peut être une Inc, une Coop ou une OBNL. Et on aide les organisations à maximiser leur impact et à assurer leur pérennité financière. Puis ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être sous forme de cohorte, donc de groupes avec des ateliers ou de l'accompagnement sur mesure. Et donc, on est vraiment ravis d'avoir ce soir trois des entrepreneurs qu'on a eu la chance d'accompagner. Le quatrième a malheureusement eu une contrainte. Il est bloqué en Californie avec une conférence sur les amendes et l'agriculture. Mais il était très déçu de ne pas pouvoir venir. Mais vous pourrez en savoir plus donc, sur Nectar, sur son site web et puis sur le site de l'Esplanade. Donc pourquoi l'Esplanade, on est là aujourd'hui aussi et pourquoi on a ces entrepreneurs? On a un de nos pôles prioritaires d'innovation sociale qui est celui de l'environnement et des changements climatiques. Et donc on a à cœur de transformer les systèmes et notamment les systèmes en termes de biodiversité. Donc on remercie le collectif 15 Génération Vivante qui nous a invités à faire ce panel aujourd'hui dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, donc COP15 pour les intimes. Et c'est quoi le collectif COP15 Génération Vivante? Donc vous avez quelques représentations. C'est un collectif qui a rassemblé une centaine d'organisations de la société civile québécoise avec pour objectif de se rassembler pour défendre la sauvegarde du vivant et demander des actions concrètes. Et c'est donc un espace qui se situe à côté du lieu de négociation du Palais des Congrès et donc qui est ouvert à tous sans accréditation et gratuit. Et donc vous pourrez retrouver, il y a une soixantaine d'événements qui ont été organisés en un temps record. Donc n'hésitez pas à regarder la programmation sur leur site web. Et avant de passer à la présentation de nos entrepreneurs, j'ai envie de savoir qui est dans la salle. À l'applaudissement, combien il y en a qui sont entrepreneurs eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des étudiants? Merci. Et donc du coup, tous les autres? Parfait. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà un des entrepreneurs qui sont sur le panel? Qui connaissait l'Esplanade? Et qui aurait besoin d'un rafraîchissement sur c'est quoi la COP15? Non, vous êtes OK? Parfait. Eh bien, dans ce cas-là, passons à nos invités. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter donc, Alexandre Baudouin d'Ecopivo, Charline Cotugua, je suis désolée si j'écorche ton nom, de Polyflora, donc anciennement Miel Montréal, pour ceux qui connaissent, et Thomas Gradec de RHST. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes là? C'est quoi donc, votre entreprise et le lien avec la biodiversité? Donc, Thomas, est-ce que tu veux commencer?
I'll do the presentation in English for our foreign guests. RHST is a company, a Canadian company. It was established in 2016. And our mission is passion-driven because water is our most important resource. And we're not using it efficiently. So we've developed a technology that is able to go ahead and conserve groundwater in agriculture. And agriculture is the largest user of fresh water. But in that realm, 35 to 50% of water footprint in agriculture is lost to evaporation, a non-beneficial use of water. If we want to go ahead and increase our food production, we won't have enough water by 2030. We are going to be in big trouble unless we change that equilibrium point. And this is where our mission is. How to go ahead and maximize water use in order to get more crop per drop. Wow, merci beaucoup. Une main d'applaudissement pour Thomas. Thank you. Charline. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Charlène, je suis la directrice générale de Polyflora qui était anciennement Miel Montréal. Puis on est un coopératif de solidarité à but non lucratif qui existe depuis 2012. Alors cette année c'est notre 10e anniversaire. Puis on s'est vraiment formé pour être un coop d'apiculteurs pour répondre aux besoins du déclin des pollinisateurs. Alors on pensait si on faisait la gestion de ruches, mais là ça aiderait, mais on s'est carrément trompé. En ajoutant plus de ruches en ville, on augmentait la population d'abeilles à miel et on oubliait tous les pollinisateurs indigènes qu'on a ici au Québec. Alors il y a environ 200 abeilles domestiques sur l'île de Montréal seulement. Il y a vraiment beaucoup de diversité. Alors, on sait que les pollinisateurs indigènes sont indispensables pour notre société. Il y a environ 60% de notre garde-manger québécois qui est pollinisé. Ils sont aussi une espèce clé de voûte. Ça veut dire que toutes les espèces de notre écosystème sont liées aux pollinisateurs. Alors nous, à Miel Montréal, maintenant, Polyflora, on a fait un virage. En 2019, on a créé un autre volet, un volet en horticulture pour la création d'habitats pour les pollinisateurs. Et ça veut dire qu'on pense à tout un écosystème. On a des floraisons chevauchées tout le long d'une saison, on a de l'eau pour qu'ils peuvent s'abreuver, du bois mort qui peut nicher. Alors, on pense vraiment à ce que les pollinisateurs ont besoin dans un espace. Et pour nous, c'est aussi important que c'est des espaces interconnectés pour que les pollinisateurs peuvent aller de oasis à oasis. Un autre volet qu'on offre, c'est aussi l'éducation. Pour nous, c'est important qu'on n'a pas juste des habitats pour les pollinisateurs, mais aussi des milieux de vie pour les humains. Alors, l'éducation, c'est au cœur de notre mission. On offre de l'éducation en apiculture pour que les gens puissent interagir d'une manière éco-responsable, mais aussi des ateliers éducatifs pour les enfants, des ateliers de plantation participative, etc. Puis, à ce moment, on fait un projet qui regroupe tous ces différents volets, alors l'apiculture, l'éducation et aussi l'horticulture pour faire ce qu'on appelle l'opération gardien des pollinisateurs, où les gens peuvent venir avoir un milieu de vie, puis apprendre sur les pollinisateurs. Wow, merci! Est-ce que vous saviez qu'il y avait plus de 200 espèces de pollinisateurs à Montréal et que ça faisait de la concurrence déloyale avec les abeilles domestiques qui produisaient du miel? C'est quand même assez incroyable. Merci pour ça. Alexandre? Bonjour, merci tout le monde d'être là. Je m'appelle Alexandre Baudouin. Je vais commencer en 2 volets, peut-être me présenter moi-même, puis ensuite éco pivot. Je suis un biologiste passionné par la question de la biodiversité urbaine. Je peux peut-être même mentionner, là, j'ai participé à la création et mise sur pied de Miel Montréal il y a 10 ans. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'entrepreneuriat, qui croit vraiment beaucoup que c'est quelque chose d'essentiel, puis c'est un des outils qu'on a pour vraiment transformer notre société. J'ai fait des études un peu poussées, j'étudie toujours, là, je suis au doctorat en ce moment.
où je vais vous expliquer le modèle d'ailleurs dans lequel je fais mon doctorat parce que c'est hyper pertinent avec mon approche entrepreneuriale en ce moment. J'ai réussi un fonds mi-taxe, donc c'est des fonds qui vont en entreprise. Puis l'entreprise, ben, c'est EcoPivot qui a reçu ces fonds-là, qui me permet de rattacher mon doctorat dans mon entreprise. Ce qui est super intéressant parce que ça donne un côté recherche par le doctorat et il y a une latitude aussi entrepreneuriale qui vient à côté. C'est pour vous montrer un peu le lien, qu'est-ce que je fais dans la vie. EcoPivot, comment c'est né en fait, c'est que j'ai un intérêt très fort pour la connectivité écologique, portant moi-même des projets de corridors écologiques en contexte urbain. Et je me suis associé à une personne qui avait les mêmes intérêts que moi, mais à grande échelle, dans les territoires plus forestiers, on pourrait dire. Moi, je fais de la socio-écologie maintenant. Donc, je me définis vraiment comme une personne qui s'intéresse beaucoup à l'humain qui se trouve dans l'écosystème urbain. Et ma collègue, elle a fait de l'écologie computationnelle, c'est-à-dire qu'assistée par les ordinateurs, elle peut modéliser le déplacement des animaux, peu importe la trame. Et on intègre là-dedans les obstacles, les autoroutes, les obstacles qui sont anthropiques, mais les obstacles aussi naturels comme des rivières. Et on est capable de voir sont où les lieux de passage, en fait, idéaux pour la biodiversité. En jumelant nos forces ensemble, en discutant, on s'est dit on pourrait bâtir quelque chose d'intéressant. Et c'est là qu'EcoPivot a vu le jour. À travers ma deuxième maîtrise où j'étudiais l'écosystème urbain au niveau social et la gouvernance en particulier, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour favoriser l'émergence des corridors de connectivité? Bien, un élément qui ressortait souvent, c'est qu'il manquait un acteur central, un acteur pivot, d'où le nom EcoPivot. Et là, on a décidé d'incarner cette personne-là. Donc, on approche les gens et on essaye de les convaincre, en fait, qu'il y a un rôle à jouer sur la connectivité écologique. On peut modéliser le passage des animaux, montrer que leur terrain en particulier est essentiel pour maintenir les habitats, ou on peut aussi prendre le temps, une fois qu'on a fait ces tracés-là, rencontrer les gens du milieu, le milieu communautaire, les gens qui vont recevoir, en fait, le tracé d'un corridor écologique et voir la réceptivité. Nos leviers, nos opportunités, mais également les menaces et les obstacles au niveau humain, en fait, par rapport à ces projets-là. En jumelant ces idées-là, on est capable de favoriser ou faciliter la prise de décision relative à l'intégration des enjeux de biodiversité dans le contexte urbain. Créer des corridors écologiques, évidemment, utiles pour la biodiversité, mais aussi qui prend en considération les besoins de la communauté locale. On veut promouvoir principalement l'aménagement des espaces de la trame verte et bleue à Montréal et transmettre les connaissances aux institutions locales, aux instances gouvernementales et aux citoyens. On a vraiment un volet communication. Ça s'incarne beaucoup à travers des inventaires intensifs communautaires qu'on nomme les BioBlitz. Puis je pourrais élaborer un peu plus sur les BioBlitz, ou peut-être quand on va parler de certains enjeux avec les questions qui s'en viennent, je l'aborderai. Donc voilà un peu la mission d'EcoPivot. Merci. Alors, je vais avoir plein de questions pour le panel et évidemment, on vous laissera un temps pour poser les vôtres à la fin. Donc, retenez vos questions, on les abordera après. Ma première question va être pour toi, Alexandre. Tu parlais que tu as fait de la recherche. Pourquoi avoir choisi le véhicule entrepreneurial pour tendre à résoudre ces enjeux de préservation de la biodiversité? C'est un défi. Je pense que j'ai la fibre entrepreneuriale. Je suis très impliqué dans ce milieu-là. Très jeune, j'ai parti des petites initiatives des OBNL un peu partout. J'ai toujours eu ce sentiment-là qu'on avait besoin d'avoir plus d'acteurs dans ce milieu-là qui portaient la voix, en tout cas dans mon cas pour la biodiversité, mais pour les causes sociales aussi. Ma première OBNL, j'avais bâti, c'est sur le commerce équitable, alors que j'étais à ma première année d'université. Donc, j'ai toujours eu des intérêts pour ceux-là. Je pense que la voie entrepreneuriale permet une liberté, une façon de peut-être décloisonner ou sortir un peu des limites territoriales et des cadastres aussi. Ayant un emploi, je ne l'ai pas dit, là, mais je travaille pour l'Université de Montréal comme conseiller en biodiversité. Bien, je suis quand même un peu rattaché à mon université, donc au territoire de l'université. L'approche entrepreneuriale, je trouve, ça permet de sortir en fait de ces limites territoriales-là et d'adresser en fait d'autres acteurs institutionnels ou privés, puis d'être capable de les sensibiliser à certains enjeux. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Recherche, bien, la faiblesse de la recherche ou la force en même temps, quand on rencontre les étudiants, après avoir évolué 12 ans dans le milieu universitaire, on le voit, les gens sont un peu épuisés ou sont à bout de ressources, souvent de ressources financières. Donc, de trouver une espèce d'hybride au niveau du financement de la recherche entrepreneuriale et avoir des fonds de recherche, je trouvais que c'est un beau véhicule pour aller jusqu'au bout de mon entreprise qui est ma volonté de faire un doctorat. Fait que je trouve que l'un nourrit l'autre en fait dans ce modèle-là. C'est très intéressant parce qu'on va chercher des contrats, ça nous
Pardon, ça nous ramène de l'argent, évidemment, et là, on est content d'avoir un petit fonds avec ça ici. Et de l'autre côté, ben, je suis capable d'investir dans mon fonds MITAX qui retourne après ça en fonds de recherche. Fait qu'un nourrit l'autre, la recherche ensuite, la connaissance développée, idéalement, va être actualisée puis elle va être ramenée vers nos clients aussi. Puis ça donne un côté un peu plus innovant ou en tout cas très, très à la fine pointe de la connaissance sur les sujets aussi. Fait que pour moi, je trouve que dans notre modèle, c'est l'équilibre entre les deux. La recherche et le côté entrepreneurial qui est très important. Merci. Sharon, donc vous êtes une coop de solidarité. Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, et puis pourquoi avoir choisi d'être une coop pour adresser ces enjeux? Oui, alors c'est ça, on est un coopératif de solidarité. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs différentes sortes de membres. Nous, à ce moment, on a des membres de travailleurs, puis aussi des membres de soutien. Alors, membres de soutien, ça veut dire qu'ils investissent dans la mission, ils adhèrent à la mission, puis ils veulent s'impliquer. Alors nous, c'est le modèle parfait parce que ça regroupe la communauté qui nous entoure, les gens qui veulent travailler pour nous. C'est une manière que tous les parties prenantes peuvent s'impliquer. Puis comme on sait, l'enjeu de la biodiversité, la perte d'habitat pour les pollinisateurs, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Puis pour nous, ce modèle, c'est vraiment le modèle parfait pour s'attaquer à cet enjeu. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est important parce que ça nous donne plus de flexibilité et résilience dans notre manière, dans notre modèle financier. Alors nous, à ce moment, on est environ 60% autofinancé, 40% subvention. Alors ce genre de modèle, ça permet d'avoir la résilience pour pouvoir continuer notre mission. Super. Alors, je vais avoir une question pour toi, Thomas. Comment au quotidien d'être entrepreneur, puis être entrepreneur qui veut avoir de l'impact environnemental, comment tu concilies d'avoir cette pérennité économique et pouvoir travailler sur la préservation de la biodiversité? Wow. Tu peux répondre en anglais. La question est très large. I'll go back to English. What we're trying to do is we're trying to approach monumental global problems like climate change, which impacts food, water, and energy. Unfortunately, when you're looking into agriculture, local data is required, which means that you have to have trials in every single location, and it becomes a very costly undertaking. But with great results, we're able to go ahead and see that there's a huge interest being developed. I mean, food biodiversity loss associated with expanding arable land to meet the food demand is negatively impacting climate change. And unfortunately, the consumption of our resources is unsustainable at this time. So our HST water pearls, which is the product that we've developed, Yeah, show us. are these nice blue Mentos. They Pas manger. There is no taste, but if you swallow them, I mean, they go right through you. They're completely inert. And they will have a service life of 50 years. So it's essentially a drop it and forget it solution, which every farmer dreams of. And what this does, it works by itself. It's based on second law of physics, surface tension. And it essentially cuts out water vapor pressure at the interface. So we can put it on the soil or on water, and there's no more loss of water caused by evaporation. This means that I am able to conserve groundwater, that you have infiltration of rain rapidly, you maintain soil health, air and water permeate through this layer, and you're going to be able to cut back on your water footprint by up to 50%. When the plant doesn't undergo abiotic stress, and you're shifting the evaporation to transpiration, you will notice an increase in the yield of 20 to 30%.
without any additional fertilizers. You also stabilize the nutrients in the pore water, so you're going to increase nutrient use efficiency from 50% upwards. These are all issues that, comfort a farmer because you're reducing his risk exposure. It also comforts the financial institutions, the banks of the farmers, because they're less exposed to risk. So, and not only that, but we're able to go ahead and take this technology and put it in arid and semi-arid sandy soils to go ahead and green deserts, to increase carbon sinks, and increase food supply. So we're going to be able to meet all of the objectives which are for 2050 in terms of agriculture, to reduce its carbon footprint, improve its resource management in terms of water and nutrients, and come out with food security and also prosperity for the farmer, because he doesn't have as much in terms of losses. So that's where we're heading, and we hope that people will go ahead and take up this technology rapidly, because we don't have much time. Wow. Donc ce que tu nous dis, c'est que finalement, pérennité économique, c'est aussi ce que tu vas vendre aux clients grâce à la solution qui permet justement d'économiser de l'eau et de pouvoir survivre à des changements climatiques à venir. Oui, oui. Très intéressant. Laurence, est-ce que j'ai le droit de poser des questions, moi? Je suis là. Oui. Je cherchais dans la salle, c'est quoi? Parce que vas-y. c'est une question, évidemment, le petit chercheur en moi là, qui est confronté à ça. Souvent, on sert beaucoup des objectifs de développement durable de l'ONU comme cadre en fait, à l'international. Puis plusieurs articles commencent à en parler. C'est parfois, si on veut performer sur un des 17 objectifs, on va finir par affecter un autre objectif. La question que tu posais est autour de la conciliation, en fait, entre un équilibre à trouver entre la biodiversité et le développement économique. Moi, c'est une espèce de conciliation à avoir entre deux ODD, deux objectifs de développement durable de l'ONU. C'est celui de la fin zéro, que je pense que c'est votre mission, une de vos missions en tout cas. Ouais. Mais de l'autre côté, celui-là, pour y répondre, on doit forcément rendre nos surfaces terrestres plus productives. Et de l'autre côté, et augmenter probablement nos surfaces terrestres en production. Puis de l'autre côté, on a l'objectif sur la protection des écosystèmes terrestres. Puis indirectement, ils rentrent en compétition, ces deux-là, parce que plus on va vouloir préserver le milieu, moins on va en mettre en production. Donc, on va moins répondre finalement aux objectifs de la faim, par exemple. Donc, je me demandais si vous, du côté de RHST, vous aviez eu à vous positionner, à avoir ce type de réflexion-là. Je comprends que, j'imagine, votre pitch est vraiment autour de nous, on maximise, on augmente la productivité des espaces. Mais par rapport à la préservation des milieux avoisinants, est-ce que vous avez une position, une réflexion par rapport à ça? En agriculture, on a un risque qui s'appelle changement climatique. Alors, s'il manque de l'eau, la croissance est diminuée, la récolte est impactée. J'ai eu une terre pendant 28 ans, j'ai eu 550 hectares de ferme pendant 28 ans. Croyez-moi, les nuits, à la fin de la saison, lorsqu'on arrive proche de la récolte, on ne dort pas. On regarde toujours la météo, puis on dit, est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que je vais perdre ma récolte parce que je ne peux pas rentrer dans le champ avec les équipements pour faire la récolte? Ça arrive souvent. Le fermier prend le risque. Le premier 35% de perte, c'est de ses poches. Après ça, tu as l'assurance, de Crop Insurance de Agriculture Canada. Mais dans ce contexte-là, on planifie une récolte, avoir son maximum capacité, puis là, on doit subir les pertes par la suite. Du côté maximiser la récolte sur un territoire, je veux dire, c'est dans la planification. Les ressources qu'on utilise, et surtout l'eau, elles deviennent de plus en plus rares. Chaque degré Celsius que la température augmente, l'atmosphère va retenir environ 7% plus d'humidité. Alors, si on regarde le cycle hydrologique, il y a 160 milliards de tonnes d'eau qui sont en vapeur d'eau chaque jour qui monte. 7%, ça devient un autre 11-12 tonnes d'eau, 12 milliards de tonnes d'eau qui est entreposée. Il ne revient pas dans le cycle, il est entreposé. Alors, c'est de l'eau qu'on perd.
il faut maximiser la ressource, son utilisation. C'est ça l'objectif. Je veux dire, en Afrique, il manque de l'eau. Les Émirats, je veux dire, tout le Moyen-Orient, en Chine, il y a 50% plus de terre en forme de désert que de terre arable sur cette planète. Alors, si on veut faire quelque chose, allons-y pour développer le désert en terre arable, pour qu'on puisse utiliser, faire un carbon sink, pour qu'on puisse faire la nourriture, pour combler, tu sais, il y a quoi, 800 millions de personnes qui ont faim, ils ont besoin de la nourriture. Et le secteur de l'agriculteur, c'est le secteur en termes de income. Intrant. Un besoin en intrant. Non, income. En revenu. De revenu. Ah ouais. Here we go, de revenu. C'est le secteur le plus bas. Ce sont eux les plus pauvres. Et puis, la civilisation a besoin de la nourriture. Alors, pourquoi on les tord? Je veux dire, c'est malsain. On est une espèce qui est censée être très intelligent, mais on ne voit pas notre survie. La nourriture, c'est un besoin. L'eau, c'est un besoin. Quelle est la valeur de l'eau? Quand on en a, ça ne vaut rien. Quand on n'en a pas, c'est très cher. On cherche une planète pour aller coloniser. Première question, est-ce qu'il y a de l'eau? Voyons, il faut viser un peu mieux. Il faut avoir plus on va dire, de logique dans notre approche de nos ressources. Merci. Ça me fait une transition avec la question pour Charlène, parce que tu parlais de la valeur de l'eau. Et donc, on va parler de comment on mesure aussi l'impact qu'on peut avoir et comment vous mesurez l'impact que vous avez de vos propositions. Si tu peux m'en dire un peu plus. Oui, alors les impacts sont vraiment importants. C'est ça que j'ai appris dans le cours d'accélération à l'Esplanade. Mais c'est ça, justement, pour nous, c'est vraiment important pour les bailleurs de fonds, pour les partenaires, de pouvoir le mesurer. Alors, on a des différentes mesures qualificatifs et quantificatifs. Dans le côté quantificatif, c'est sûr qu'on a le nombre de végétaux qu'on a plantés, le nombre d'ateliers qu'on donne, les heures d'animation. Puis, on a aussi réalisé dans la cohorte que c'était vraiment important de mesurer les pollinisateurs dans les jardins qu'on installe. Alors, cette année, on a commencé un premier jet pour ça. Dans le fond, on regarde un jardin avant l'installation et après. Puis tout le long du saison, on mesure les sortes de pollinisateurs et la quantité. Puis ça, c'est une étude qu'on va faire sur plusieurs années pour savoir vraiment notre impact. Puis sinon, c'est vraiment important pour nous aussi d'avoir des assises scientifiques et très basées dans la science. Alors, l'année dernière, aussi grâce à l'Esplanade, on a participé à un concours de FRQ pour avoir un financement pour... Fonds de recherche du Québec. Merci. Pour pouvoir faire une étude sur les impacts de planter un jardin mellifère dans des terrains contaminés, pour voir est-ce que tout le nectar et le pollen est contaminé avec les contaminants du sol. Puis justement, on a réalisé que très, très peu se trouve dans les fleurs. Alors, ce genre de recherche, c'est aussi vraiment important pour nous. Puis aussi, l'autre côté, le côté qualificatif pour les mesures d'impact, mais pour nous, on fait des sondages auprès des participants pour savoir la valeur ajoutée, etc. Alors, en gros, c'est comme ça qu'on les mesure. Merci. L'impact. Nous, on a 1 an et demi. On n'est pas super mûrs sur toutes ces réflexions-là. Qu'est-ce que notre impact? Mais on s'était entendu quand même avec Daphné sur certains éléments. Puis on a un modèle assez intéressant aussi, c'est qu'on ne tient pas, nous, les deux, on travaille temps plein à l'extérieur. Les deux, on travaille temps plein à l'extérieur, donc on ne le fait pas pour le revenu encore. Notre concession, nous, à faire entre justement l'économie et la biodiversité, c'est biodiversité d'abord. C'est assez facile puisqu'on a un gagne-pain à l'extérieur.
Après ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on voulait être un acteur pivot. L'idée, d'ailleurs, un acteur pivot, c'est juste, à un moment donné, il n'y a pas de projet qui démarre parce que c'est pas encore arrivé entre les mains d'une personne qui a le potentiel d'agir. Il n'a pas encore réalisé qu'il y avait ce potentiel-là. Fait que nous, on essaie d'être cette espèce de petite bougie d'allumage-là, rejoindre les gens, les bonnes personnes, puis les encourager à démarrer un projet. C'est ça ici notre impact. C'est-à-dire qu'on rencontre en fait ces personnes-là, puis on va être capable d'évaluer combien d'ouvertures on a eu pour des projets qui n'auraient pas eu lieu si on n'avait pas été là. Puis à partir du moment où il y a un contrat qui va aboutir, une plantation d'arbres, une création d'aménagements pour les pollinisateurs, par exemple, nous, on ne veut pas commencer à se substituer à ceux qui le font déjà. On va carrément prendre un pas de recul puis présenter à ces clients-là l'écosystème d'organismes qui sont en mesure, idéalement en économie sociale, qui sont en mesure de répondre en fait à cet enjeu-là. Puis que là, tout de suite, nous, on se retire, on perd un client, plus ou moins, parce que nous, ça nous fait une excellente réputation des gens commençants. Puis c'est un peu dans notre modèle, nous, on est presque inexistant sur le web, fait que c'est uniquement du bouche à oreille notre fonctionnement. Donc, c'est en se faisant des bons amis qu'on considère qu'on a un impact positif, en fait, dans notre modèle pour le moment. Il y a aussi la cascade, c'est-à-dire que comprendre que tu es une institution basée en plein milieu du centre-ville et que tu as un rôle à jouer pour la connectivité écologique, c'est long. Puis ce ne sera pas à la première rencontre qu'on va réussir à vendre cette idée-là. Donc, il y a une cascade de contrats qui doit être faite pour nous. C'est ce qu'on a découvert. D'où le BioBlitz, comme je parlais tantôt, l'inventaire rapide. C'est pas engageant, c'est pas trop cher. Les personnes trouvent ça un peu comique, amusant. C'est un événement plus qu'un inventaire. Puis on réussit à documenter rapidement, en fait, questions sur leur terrain, les intéresser à une espèce en particulier qui est de la même couleur que leur logo d'entreprise, quelque chose qui n'est pas basé sur des paramètres biologiques. Et finalement, la personne se dit, finalement, on a un rôle à jouer, on va continuer, puis on va se faire un plan d'action. Puis par la suite, deuxième contrat, plan d'action. Est-ce qu'on est capable de bâtir sur ce plan d'action-là pour dire qu'une de leurs actions serait de participer à l'idéation d'un corridor écologique? Fait que finalement, c'est de mesurer cette cascade-là. Est-ce qu'on est capable de tenir, en fait, notre client, de tenir la main, en fait, pour qu'il ait son cheminement, puis qu'on soit là pour l'aider. Ce n'est pas sa mission première, puis on ne veut pas lui envoyer un jugement non plus par rapport à ça, on veut vraiment l'accompagner. Puis finalement, on essaie de créer le plus possible de petits contrats dans le milieu avec des experts de la biodiversité. Puis ça, on l'évalue maintenant, on ne le faisait pas au début, mais on a réalisé que c'était une de nos forces en ce moment, ce qui aide également aussi beaucoup à se faire des bons amis. Peut-être que le nombre d'amis à la fin de l'année, ce serait quelque chose qu'on devrait évaluer pour voir notre impact. Ouais. Voilà. C'est un bon indicateur. Et Thomas, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur... donc, tu as un projet qui est en cours de test en Californie au niveau des cultures d'amandes qui consomment beaucoup d'eau. Puis, qu'est-ce que tu testes et comment tu mesures l'impact de ton produit là-bas? C'est dommage que Marc-André n'est pas oui. là. Nous avons débuté cette année sur une ferme d'amandiers. Une amande, prend 18 litres d'eau pour sa croissance. C'est énorme. Du 1er mars jusqu'au 13 octobre, il n'y a pas eu une goutte de pluie en Californie. Alors, l'irrigation roule tous les jours. Et on a mis on va aller... Oui. Si on met une couche des billes vous avez un pot avec une plante à la maison. Il faut que vous l'arrosiez à tous les 3-4 jours. Quand vous allez en vacances, je donne mes clés à qui pour venir arroser? Vous mettez une couche les water pearls sur le sol de votre pot. Partez en vacances, revenez, puis arrosez-la 2-3 jours après que vous êtes revenu, 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est fantastique. C'est ça la conservation d'eau en empêchant l'évaporation. Alors, dans le verger des amandiers, on a des panneaux sur lesquels on met sur le sol et les lignes d'irrigation sont par-dessus et on a vu la différence. Alors, en 75 jours, on a pris une moyenne le taux d'humidité dans le sol pour le premier 4 pieds, à tous les 6 pieds. Alors, dans 75 jours, le contrôle, on va l'appeler le standard, comme c'est aujourd'hui, business as usual,
Le taux d'humidité dans le sol était environ entre 16 et 18 dans le premier 4 pieds. Et à la fin de 75 jours, dans le même régime d'irrigation, on était à 99 C'est l'eau, la différence, c'est l'eau qui est perdue en évaporation. C'est fulgurant, c'est incroyable. Alors, c'est ça que nous avons pu faire. Et c'est avec l'université UC Davis et UC San Diego. Alors, on a fait aussi d'autres données qu'on récolte en termes sap flow, transpiration rate, earth energy balance. Je veux dire, c'est plein, là. Pour arriver à voir comment on impacte tous les aspects. Et l'année prochaine, pendant les 2 prochaines années, on va faire des validations sur les récoltes. Alors, c'est un beau projet à voir. Et par la suite, ça ouvre un marché assez énorme puisqu'il y a 1 670 000 acres en cultivation d'amandes. Imaginez combien d'eau. Un acre prend environ 4 acres-pieds d'eau. Wow! C'est un beau projet. Oui. Puis, donc là, vous avez parlé chacun des différents acteurs qui pouvaient rentrer dans les réflexions, que ce soit au niveau de la recherche. Vous êtes tous les trois impliqués finalement avec différentes formes de recherche, mais également la communauté, les agriculteurs, etc. Et nous, à l'Esplanade, on est vraiment convaincus que pour traiter des enjeux aussi complexes que la biodiversité, il faut traiter le problème sous un aspect systémique. Et donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est parmi tous les acteurs, les parties prenantes avec lesquelles vous avez dû travailler, lesquels en fait vous n'aviez pas du tout imaginé au début et qui se sont avérés être des acteurs clés. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête, ça? Notre premier gros client, nous autres, qui nous a forcé à nous structurer plus vite qu'on pensait. C'est une université, moi je travaille à l'Université de Montréal, puis je parlais un peu, le modèle entrepreneurial me permettait de sortir de mes limites territoriales. Une personne qui travaille dans une université ne peut pas commencer à travailler dans une autre université, là, il y a un conflit. Par le modèle entrepreneurial, par des heures à l'extérieur, j'avais cette possibilité-là. Nous, on a été approchés par, je vais le nommer, l'ETS, l'École de technologie supérieure, qui est en plein milieu du centre-ville. On n'aurait jamais misé sur eux en premier. C'était pas la place stratégique, si on fait nos modélisations, c'est pas la zone à prioriser pour la connectivité. Pourtant, c'est là qu'on doit créer des parcs, c'est là qu'on doit miser sur les services écosystémiques pour les biens de la communauté locale. Ça a été vraiment une surprise qu'eux viennent vers nous. Ils venaient vers nous surtout par manque de compétences, entre guillemets, de ressources pour répondre à ces enjeux de biodiversité-là. Les certifications qui permettent de comparer les universités entre elles ont plusieurs indicateurs, dont des indicateurs en biodiversité. Ils étaient comme un peu contraints, si vous voulez, progresser, de se doter d'une réflexion autour de la biodiversité. C'est comme ça qu'on est arrivé dans le portrait. Puis nous-mêmes, on a été surpris par ce qu'on a trouvé sur leur terrain. Puis on y croit vraiment. Là, on n'est pas genre en train de tenir un client puis essayer d'avoir un autre contrat. Là, on a été surpris de voir qu'il y avait cette biodiversité locale-là, de les intéresser. Puis ce qui s'est produit, c'est peut-être pendant la chaîne d'acteurs, en fait, c'est que, évidemment, nos portes d'entrée dans ce cas-là, c'est les comités de développement durable. C'est ceux qui ont déjà dans leur mission d'agir dans ce créneau-là. Et nous, finalement, on se retrouve à rencontrer un représentant du secrétariat général, le directeur du développement immobilier. C'est une université qui est en grande croissance en ce moment, qui est en train d'acheter beaucoup de terrain autour de son site actuel, donc c'est en boom. Et là, on se retrouve, sans même trop savoir à ce moment-là qu'on pitch. Hein. C'est ce qui se passe un peu avec les présentations sur Zoom. Là. Des fois, on ne sait pas exactement tout le monde qui est autour de l'écran. Et là, on se retrouve à avoir le gros gratin, finalement, de l'université qu'on a complètement impressionné. Puis là, ils se sont dit, on est peut-être capable de mettre un pourcentage, un demi-pourcent ou 1% de nos prochains développements immobiliers autour de la biodiversité. Moi, je fais, c'est cool. Je n'avais pas conscience que c'était autant de millions de dollars qui s'en venaient dans leur développement. Et finalement, c'est l'équipe développement durable qui revient vers nous et dit, réalisez-vous ce que vous venez de faire. Parce que nous, on n'arrive pas à les rejoindre, ces gens-là, à l'interne. Fait que, étant le véhicule extérieur, avec une crédibilité haute, on a été capable de passer un message qu'eux-mêmes auraient voulu porter, mais ils n'auraient pas réussi nécessairement
par la hiérarchie interne. Puis nous, on est arrivés puis on a réussi à déposer sur leur table un dossier qui tenait la route puis qui les a convaincus, en fait, qu'il y avait un rôle à jouer. Fait que nous, c'est un peu l'acteur improbable, c'était notre premier, puis on les accompagne depuis un certain temps, là, puis on y croit vraiment, en fait, qu'ils vont non seulement réussir à atteindre nos objectifs, mais c'est un joueur d'importance dans son milieu, territorialement parlant, là, puis il va être capable d'entraîner, en fait, des acteurs limitrophes, les voisins, puis de les traîner avec eux autres dans une mission, parce que la connectivité, ça ne se fait pas tout seul. Tu as beau être excellent sur ton terrain, si tu n'as pas embarqué ton voisin, ça ne sert un peu à rien. Fait que c'est ce qui est en train de se produire. Fait que je pense que ça, c'est pour nous un beau conte de fées. Puis on aime beaucoup poursuivre cette démarche-là, parce qu'on apprend, on se définit même à travers tout ça. Ça nous a même amené à revoir un peu notre mission, notre vision, puis comment on pensait travailler. Fait que le client, l'approche entrepreneuriale, le client t'amène à te remettre en question régulièrement, puis à tracer la ligne, qu'est-ce que tu ne veux pas avoir dans ta cour, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, mais aussi qu'est-ce que tu veux ajouter. Puis c'est un peu cette réalité-là, un genre de dialogue entrepreneur-client qui est très intéressant, qui est enrichissant personnellement pour l'entreprise et pour mon sujet de recherche. Wow, merci. Est-ce qu'entre-temps, vous avez pensé à des acteurs auxquels vous n'aviez pas pensé au début du développement et qui sont avérés être importants? Sinon, je peux vous poser la question facile de qui sont pour vous les acteurs de l'écosystème que vous avez autour de vous quand vous travaillez sur vos propositions de valeur? Oui, alors, j'ai pas un acteur improbable comme Alex, mais nous, dans l'écosystème, il y a beaucoup de différents acteurs, de différents partenaires. Pour nous, à Creux Montréal, c'était un des premiers partenaires qui nous a aidés à lancer notre volet de verdissement, de faire la création d'habitats pour les pollinisateurs. Alors, ça, c'était un majeur. Sinon, pour nous, le regroupement des écoquartiers est un partenaire pour pouvoir atteindre toutes les différentes municipalités. Alors, ça, c'est vraiment génial. Puis, c'est sûr que pour nous, l'Espace pour la vie, c'est aussi un gros joueur, un partenaire. Puis aussi la Ville de Montréal, on a un service d'essaimage. Alors, les abeilles, à un moment de l'année, la moitié quitte la ruche s'il y a un cellule de reine. Puis ça peut s'attacher à n'importe quoi, un arbre, un poteau, etc. Puis nous, on offre un service avec la Ville pour attraper ces essaims puis les intégrer dans les ruches. Alors, ça, c'est juste quelques partenaires dans notre écosystème. Et tu parlais tout à l'heure d'éducation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce volet et comment ça se passe? Et puis si il y en a parmi vous qui ont envie d'aller assister à des ateliers, comment ils font? Oui, alors on a des conférences pour les adultes et aussi des ateliers pour les enfants. Alors les conférences qu'on donne pour les adultes sont Apisson 1, alors comment faire une apiculture éco-responsable. Puis ça, c'est des cours en ligne qui se donnent pour 6 semaines. Sinon, on donne aussi Mellifère 101, alors comment faire tes propres jardins pour monsieur, madame, tout le monde. Sinon, on donne des conférences un peu comme aujourd'hui, etc. Mais pour les ateliers, c'est souvent dans les écoles, les bibliothèques, les camps de jour. Ça, c'est une offre plutôt pour les enfants. Mais sinon, on fait, si tu abonnes, si tu t'abonnes à notre infolettre, tu vas aussi savoir qu'on fait des plantations participatives durant le cours de l'année et aussi nos extractions. Extraction de miel. Oui, voilà. Ok, super. Et puis pourquoi c'est important pour vous d'impliquer les citoyens et les communautés? Ah, mais c'est vraiment fondamental pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, le changement doit, pour la protection des pollinisateurs, ça s'entame à tous les différentes échelles. Alors oui, au niveau de réglementation, mais aussi monsieur, madame, tout le monde ont leur cours en arrière. Alors, c'est vraiment important d'impliquer les citoyens pour ces raisons-ci, mais aussi pour avoir un projet pérenne. Par exemple, on a fait un projet avec RPP, l'arrondissement Rosemont-Petit-Patrie, avec l'aménagement des carrés d'arbres pour lutter contre l'herbe à poux, mais aussi c'était un projet que
nous, on a fait la première année, mais les deuxième et troisième années, c'était un projet qu'on redonnait aux citoyens pour que eux, c'est quelque chose qui peut vivre dans le temps. Sinon, si c'est juste nous qui fait les installations, mais là, ça ne va pas perdurer, puis aussi, ça ne va pas impliquer les gens pour faire ce genre de changement chez eux. Merci. Puis du coup, pour rebondir, puis après je vous laisserai continuer. Donc là, tu parles en termes d'acteurs, donc des citoyens, il y a tout ce qui existe déjà au niveau de la ville de Montréal. Puis là, donc, on est dans le contexte de la COP 15. S'il y avait des choses concrètes à mettre en place au niveau réglementaire ou autre, ce serait quoi la demande que tu aurais pour les politiques et puis pour ces discussions-là? Oui. Alors, il y a beaucoup qui peut se faire. Alors, on a beaucoup poussé pour un politique pour la protection des pollinisateurs. Et puis, c'est sorti le mois dernier. On est vraiment, vraiment contents. Oui. Puis, ce politique est vraiment génial parce que, dans le fond, ça s'insère directement dans ce qu'on fait. D'ailleurs, il parle d'avoir des différents pôles de biodiversité dans les arrondissements. C'est quelque chose qu'on vient de commencer l'année dernière à Hochelaga, Maisonneuve, et puis on envisage plus. Alors ça, c'est vraiment génial. Mais il y a aussi plus de réglementation qui peut être faite. La première, c'est d'encadrer l'apiculture urbaine. Alors, pour donner une idée, il y a 10 ans, il y avait environ une dizaine de ruches à Montréal. Puis maintenant, il y a environ 2000. Alors, c'est vraiment un énorme boom. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, ça fait la compétition aussi avec les pollinisateurs indigènes parce qu'ils bouffent les mêmes ressources. Alors, l'encadrement de l'apiculture urbaine serait une première chose. Aussi, d'avoir des pratiques, peut-être ce n'est pas tant la réglementation, mais pour la tonte de gazon. Par exemple, en printemps, au mois de mai, les pissenlits, c'est les premières ressources de nectar et pollen. Puis nous, on fait la tonte de gazon, on enlève cette ressource. Alors, d'avoir des pratiques de laisser les pissenlits, puis aussi des différents endroits de ce qu'on dit mauvaises herbes, mais qui sont souvent très riches en nectar et pollen, d'avoir ces différents lieux qui peuvent être des ressources pour les pollinisateurs, c'est aussi une autre pratique. Sinon, juste quelque chose de vraiment simple. On a les dons de fleurs à chaque année avec les arrondissements, mais pourquoi pas que ça pourrait être des plantes indigènes, mellifères, et d'intégrer plus de ces plantes dans les aménagements que la ville fait. Alors, il y a beaucoup de différentes choses qu'on peut faire, vraiment très, très simple, qui va faire une grosse différence. Wow. J'aimerais ça prendre la balle au rebond là-dessus parce que nous, avec les corridors écologiques, en fait, on a besoin de développer notre communauté puis de la consolider parce qu'un projet de corridor écologique, un peu comme pour les carrés d'arbres, on a besoin que la communauté locale le prenne en main, se reconnaisse dedans puis que ça réponde à des besoins aussi de la communauté, pas juste à la biodiversité. Puis comment on a réussi à se greffer dans notre corridor écologique dans Côte-des-Neiges, le corridor d'Arlington, on a réussi à se connecter en fait avec la distribution des fleurs. Et avec une subvention qu'on va chercher à l'extérieur, on prend des fleurs que la ville donne, puis on les bonifie en fait. Fait que dans le fond, avec nos sous qu'on a, on en rachète davantage. Puis là, les gens s'inscrivent, puis nous, on fait de la livraison en vélo. Ça a démarré dans l'idée de la COVID, puis les gens qui avaient peur de sortir de chez eux au début. Finalement, on a maintenu ce service-là parce que ça répondait bien à l'appel, aux besoins. Puis ça nous permet de connaître nos gens, puis qui mettent un visage sur les gens qui s'occupent du projet de corridor aussi en même temps. Et on crée ce lien-là. Fait que finalement, au lieu de 2 fleurs, ils en reçoivent 4, puis il y en a 2 là-dedans qui ont vraiment un potentiel. Dans notre cas, c'est aussi pour les pollinisateurs. Donc, il y a déjà des excellents services qui sont en place. Puis, nous, notre logique de pivot, c'est juste de l'aider un petit peu à faire la twist vers la biodiversité. Fait que ça, c'est une stratégie qu'on a mis en place aussi pour répondre à ça. Wow. Tiens, faites pareil. Et puis donc, toi, est-ce que ce serait des demandes complémentaires? Alors, Charline, on a déjà parlé de beaucoup, mais est-ce que tu aurais d'autres idées, de propositions aux politiques pour pouvoir faciliter votre travail et puis la mise à disposition de votre solution pour la préservation de la biodiversité? J'avoue que je me suis moyennement préparé à cette question-là, mais dans le fond, il y a peut-être ce qui a été poussé beaucoup par la Fondation David Suzuki, le 1% qu'on met en culture dans les nouveaux grands projets. Il avait été proposé qu'il y ait 1% qui serve aussi pour la phytotechnologie
et les services écosystémiques, par exemple. Donc, qu'on ait une réflexion à chaque fois qu'on fait des nouveaux grands projets, qu'on ait une obligation de prévoir une portion de budget pour faire la place pour de l'habitat, pour créer vraiment mon vocabulaire à moi, les infrastructures naturelles, donc créer des mini-forêts en contexte urbain, mais créer des prairies ouvertes, créer une variété d'écosystèmes, une mosaïque. Je pense que de l'intégrer dans des structures comme celle-là, c'est essentiel. Sinon, c'est sûr que moi, un des enjeux, je pense qu'on a, puis on en parlait un petit peu plus tôt avec Thomas avant le début du panel, c'est l'albédo puis les enjeux de surface beaucoup trop chaude en ville, minéralisée. Donc, d'avoir une obligation de plus en plus à identifier des zones à déminéraliser. Ça vient régler déminéraliser, retirer l'asphalte, couper, je pense qu'il faut définir ça à chaque fois. Dans le fond, puis de commencer à créer des poches un petit peu partout pour à la fois offrir du sol accessible, mais aussi recueillir l'eau lors des périodes de pointe d'averse pour les surverses. Moi, je pense que c'est des éléments qui sont vraiment importants. Si c'était une réponse non préparée, là, mais j'aurais sûrement d'autres idées. Je peux ajouter? Oui. Avec cette technologie-là, on va réduire la main-d'œuvre nécessaire à arroser les plantes. C'est bon pour la ville, son budget. Ça garantit une meilleure survie de toutes les plantes que vous allez pouvoir mettre dans la ville pour le verdir. Mais c'est si léger, là, ça flotte sur l'eau, ça part pas au vent, vos manteaux? Non, c'est dans un filet. On le fixe. Ah ouais. Ou on peut aussi le recouvrir avec du sol, 1 pouce de sol. Il n'y a plus d'herbicide qui est nécessaire parce que vous n'allez pas avoir de germination de mauvaises herbes. Alors, vous contrôlez votre jardin. Je trouve ça intéressant. Il y a certainement des opportunités à travailler ensemble. Et toi, Thomas, est-ce que tu penses à certaines choses qui faciliteraient du coup la mise en place, par exemple, des water pearls au niveau du Québec? Ben, je regarde plutôt avec l'opportunité qu'on a ici avec le COP 15, c'est de vraiment mettre au point l'emphase que l'implication de tous les stakeholders doivent être pris en considération, incluant les consommateurs. Je vais y aller en anglais. The metaverse that is holding your consumption data, what you're buying, is what the industry is seeking to go ahead and supply. If you tell as a consumer, I want this, and you make sure that it is a sustainable product, this is where you're going to get a reaction. Consumers are the drivers, not industry, not government. It's consumers that will go ahead and make the change. If you say, I want to have an Apple iPhone 14 only, well, that puts all the other phone producers aside. You can direct, the change that is required for biodiversity. You can look at, crops that have low water footprint, low carbon footprint, sustainably grown. These are all things that, as a consumer, you have the power more than any government, more than any industry. They will listen because your dollar buys the product. It's very important. And in order, to uphold, meeting the commitments that we have for the nationally determined contributions to SDGs from the Paris Accord, conservation is the easiest and cheapest solution. This is something that has to be, forefront, and it's on, in terms of resource management. And it's great that, everybody has gone ahead and looked at risk assessment on the TCFD and the EU taxonomy, but nobody has put a value on the solutions to resolve those risks. So how do you want an entrepreneur to develop and implement a solution to reduce those risks if there's no value? That's the problem. It really is a major problem for implementation of any solution to reduce the risks. Merci. Effectivement, il faut vraiment que les consommateurs puissent soutenir l'effort des solutions et puis les demandes et ajoutent à cet écosystème. Merci.
Donc là, je vais vous laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, alors, si vous avez des questions, pour qu'on puisse bien vous entendre, il va falloir vous lever et aller sur le micro qui est au milieu de la salle. Bonjour, j'aurais 2 questions. Une pour Thomas. En quoi sont faites vos billes? Première question. Est-ce que si, une fois que je saurai en quoi, peut-être après une seconde. Et ensuite pour Charlène. Moi je viens d'arriver au Canada. Où en est-on du point de vue des néonicotinoïdes, qui sont des insecticides qui sont très néfastes pour les abeilles et pour les pollinisateurs? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu réglementaire justement sur une interdiction si ce n'est pas le cas? Voilà mes 2 questions. Merci. Bon, la première question pour Fleury, c'est 20 ans de recherche et développement. Je vais laisser Thomas compléter. Oui, c'est un bipolymère qui est utilisé dans cette fabrication. Le produit est complètement inerte. Il peut opérer dans un plateau de pH 1 à 11,5. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont le dissoudre. Alors, c'est pour ça que c'est inerte. On a fait des tests pour les normes d'eau potable du Canada et des Nations Unies. Et il faudrait avoir 1800 mètres cubes de billes dans 1 mètre cube d'eau pour obtenir une concentration de potassium qui va être à the threshold pour l'eau potable. Alors, c'est impossible. Alors, c'est en partie par trillion, on parle de l'Ixivia. Et à haute température, pendant 36 jours. C'est vraiment, il n'y a rien de ce produit-là qui va être redirigé vers la plante pour être néfaste. C'est vraiment animaux, oiseaux, poissons, humains, ça n'a aucun impact. Est-ce que tu as envie de compléter ta question? Demande-moi pas par le formulaire. Aucun impact, ça je ne suis pas d'accord. Il y a forcément un impact, toujours. Peut-être qu'il est minime, vous avez réussi peut-être à le minimiser, mais sur le long terme, on pense toujours pouvoir tout maîtriser, nous humains, mais on est foncièrement imparfait et on n'est pas en mesure d'anticiper toutes les éventualités. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Non, il y a eu comme je vous dis, elle a mentionné, il y a 20 ans de recherche. Les premières baies qui ont été mises au laboratoire en Suisse, au Japon, aux États-Unis, au Canada, on parle de 1996. Alors, avant de faire un produit que je suis confortable avec pour que mes petits-enfants jouent autour, je vais y considérer. Il n'y a absolument rien qui va ressortir d'ici à une échelle qui va avoir un impact sur une personne. Il y a une dégradation qui a été incorporée, qui est basée sur une exposition à rayons ultraviolets. C'est la seule chose. Alors, ce n'est pas un Persistent Organic Pollutant, un POP. C'est 2% par année et ça ressort en CO2, oxygène et nitrogène. D'accord. Azote, excusez. Merci beaucoup. Merci. Puis du coup, il y avait la deuxième question pour toi. Oui, alors tu as tout à fait raison. En fait, ça c'est un truc que j'ai écrit dans mes notes que j'avais oublié de mentionner, mais on a besoin de réglementation pour les pesticides. On sait que pour les pollinisateurs, les différentes raisons du déclin, mais la première, c'est les maladies qui se propagent, aussi les changements climatiques.
On a aussi les pertes d'habitat. Alors, en région, c'est plus la monoculture. Ici, c'est la construction, l'urbanisation. Puis, bien sûr, comme tu as dit, il y a les pesticides. Alors, en ville, je pense que ça serait primordial d'avoir ce genre de réglementation pour totalement abolir les pesticides qui nuisent aux pollinisateurs. Allô, ma question concerne les trois panélistes. C'est plus au niveau entrepreneurial. J'ai une interrogation par rapport à c'est quoi les éléments qui constituent une crédibilité lorsqu'on arrive à faire du démarchage devant des entreprises qui n'ont pas vraiment la vision et l'ouverture vers la biodiversité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive avec un discours qui va les convaincre? Quels sont les différents éléments, en fait? Okay, I'll go. Vas-y. In English, is that okay? All right. Pain. The pain points are really where you're going to get the person across the table to listen. If you're able to go ahead and help him with his pain points, you have a welcome ear. And it's as simple as that. It's human nature. You have to be able to resolve his pain points. Je vais peut-être dans le même sens un peu, parce que mon sujet de doctorat, c'est de lier en fait les retombées positives des infrastructures naturelles sur la santé des gens. Puis je pense que ça, c'est un filon intéressant, c'est de démontrer le lien entre n'importe quel aspect de la biodiversité qu'on veut mettre de l'avant, puis la retombée positive, fait que c'est pas par la douleur ou la souffrance quoi que ce soit, mais plus du côté positif, mais ça reste finalement sur le même axe. Donc, de montrer que finalement, une intervention pour la biodiversité X a une retombée immédiate pour la communauté locale, gestion des eaux et de l'eau de chaleur, approvisionnement alimentaire, développement des enfants parce qu'il y a un contact avec un papillon, par exemple, des choses comme celle-là, puis de bien le présenter. Là, on touche une fibre évidente de n'importe quel humain, peu importe son titre dans l'entreprise, qui est de l'autre bord de la table, va comprendre qu'il y a un enjeu. Puis vu qu'on le ramène sur sa santé, hein, on est très égoïste tout le monde, mais ça revient à quelque chose qui nous parle immédiatement, que je veux sauver, là, de l'approche Deep Ecology, là, sauver la nature pour la nature. Il y a un groupe, une poignée de gens qui y croient vraiment, puis ils militent, puis ils sont là, puis ils sont actifs, mais les gens qui ont entre leurs mains peut-être les grands budgets puis les possibilités d'intervenir ne sont peut-être pas de cette école-là. Donc, c'est pas la position à avoir. Fait que moi, j'aime bien le côté sortir un peu de l'écocentrisme puis d'aller vers un anthropocentrisme, donc utiliser un vocabulaire qui va parler aux gens. C'est une position philosophique qui change. Moi, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin là-dessus et je trouve que ça porte plus de fruits au final. Donc, j'ai plus de répercussions que si j'étais resté cantonné dans ma position de départ. Très intéressant. Oui, je pense que, mais je vais dans la même sens. Je pense que c'est de trouver c'est quoi leurs besoins et de démontrer que tu peux le faire d'une manière écologique et responsable. Je pense, un exemple qu'on a, c'est, j'ai déjà parlé de notre projet Herbapou avec l'arrondissement RPP, mais c'est ça, ils avaient un énorme problème avec trop d'herbapou. Puis pour nous, c'était de trouver une solution à ça, de couvrir le sol avec les plantes mellifères, mais ça répondait à leurs problèmes. Alors souvent, on peut trouver des solutions face aux problématiques qui sont peut-être pas évidentes, mais c'est ça, de trouver des solutions, mais comme ça, ils s'embarquent. Et si je peux ajouter un deuxième volet à la question, est-ce que le volet recherche apporte de la crédibilité à votre discours, que ce soit académique ou peu importe, on parlait de 20 ans ou du doctorat, ou est-ce que ça apporte quelque chose sur la table? Enormously. I mean, it's a third-party validation. It's required. And you go to let's put it, the highest level of credibility, like in California. In the U.S., you go to UC Davis, which is the leading agricultural school in the States. And if they go ahead and they do a research paper, they stamp it, everybody's going to believe it. Same here in Canada, you have to go through, McGill or University of Laval, University of Montreal. They all have, good researchers, and they are validated and they're recognized worldwide. It helps.
réponse courte, c'est oui. Tu sais, dans le fond, ayant travaillé je travaille toujours pour l'Université de Montréal comme conseiller en biodiversité. Et comme déjà en partant, j'ai comme une forme de crédibilité. Ça m'a permis d'entrer dans... J'ai toujours été très actif dans le milieu de l'économie sociale, mais je restais le gars de l'université, le gars de la biodiversité. Puis je trouve que ça m'a toujours servi. De démontrer maintenant qu'on a une OBNL qui est ancrée dans la recherche, ça aide aussi beaucoup. J'avais l'exemple de l'ETS, tu sais, on aurait dit, mais moi je pense que les universités sont des moteurs importants pour la transition écologique qu'on veut vivre. Puis là, ils sont comme, ouais, ben nous on est une école d'ingénieurs de la construction, là, fait que est-ce qu'on a vraiment un rôle à jouer? Puis de trouver toute la façon de dire oui à travers la recherche, oui à travers des interventions, vous allez être capable. Puis un petit exemple tout mignon qu'on a réussi à leur mettre en tête, c'est qu'à partir de maintenant, les étudiants qui font des présentations de développement de nouveaux bâtiments devraient intégrer une cheminée à martinet-ramoneur sur le dessus de leur building. Puis on l'a vraiment entouré d'une façon, c'est un défi en fait de créer cette cheminée-là avec les bons degrés et tout. Fait que pour un ingénieur, c'est le fun parce qu'il y a comme un petit jeu, une petite affaire de plus à rajouter. Puis là, ils sentent qu'ils ont une contribution à faire avec à la biodiversité. Puis là, je reviens avec toute notre démarche, notre impact, les calculs de notre impact à nous autres. Puis c'est très drôle parce que je faisais une conférence au Congrès des biologistes il n'y a pas si longtemps sur les BioBlitz. Puis il y a le directeur du Granby qui vient me voir et dit « C'est à cause de toi qu'on travaille avec l'ETS en ce moment parce qu'ils nous posent plein de questions sur les martinets ramoneurs parce qu'ils veulent comprendre comment est-ce qu'on peut créer un habitat pour eux autres. » Fait que là, j'ai vu que c'est parti. Fait que là, moi, je coche, là, j'ai atteint mon impact. C'était rendu aux zoo de Granby. Puis c'était une belle école aussi. Fait que toute la partie recherche, on a réussi à leur vendre en disant « C'est votre mission, puis vous pouvez contribuer, même si vous êtes du génie en construction. » Puis je trouve que là-dessus, il y a quelque chose d'un filon. Puis parce que je suis un universitaire, je pense que je comprends la machine universitaire. Donc, j'avais peut-être une oreille plus attentive. Merci. Bonjour, je m'appelle César Maldonado, je travaille au Collège Dawson. J'ai deux questions pour Alexandre. Je voudrais savoir votre opinion avec le corridor écologique du Grand Sud-Ouest. Et la deuxième, c'est, vous ne allez pas participer dans les Blitz qui va être annoncé le prochain dimanche? Vous avez participé au BioBlitz? Oui. Okay, ben, j'ai deux choses à dire là-dessus. Super intéressant. OK. Oui, je vais faire une publicité. Dans le fond, pour le corridor du Grand Sud-Ouest, j'ai participé en fait aux discussions de départ pour la proposition du projet. Étant sur le conseil d'administration d'Héritage Laurentien qui est basé à La Salle, on avait pu encadrer un stage universitaire pour étudier juste sur La Salle, la possibilité d'avoir un corridor en utilisant les anciennes emprises ferroviaires. Puis ensuite, on a réalisé qu'avec tout l'écosystème d'organismes présents dans le sud-ouest, tout le monde avait un projet un peu similaire à ça. Parc en Grignon, avec le projet de la falaise Saint-Jacques et de la Dalle Park. Tout le monde voulait travailler, les YMCA, sur quelque chose de verdissement massif. Fait qu'en associant tout le monde ensemble, ce qui faisait consensus, c'était un corridor. Après ça, ça a été présenté au budget participatif. Vous connaissez l'histoire, dans le fond. Sur les 630 projets, quelques-uns ont passé les filtres de la ville, ont passé au vote populaire pour être retenus dans les 7 projets finaux. Très beau projet. Puis, mais après ça, de le faire retomber, il y a peut-être un petit arrimage à faire ici. Je ne sais pas à quel point vous, à Dawson, vous avez été intégré dans la réflexion, mais c'est une critique que je fais. Je pense que pour le budget participatif, il y a un manque de retour, en fait, vers la communauté locale quand le projet retombe. Puis, c'est quelque chose qui pourrait être fait de meilleure façon pour la prochaine fois. Mais je pense que c'est des milieux qui sont très minéralisés. Il y a beaucoup de surfaces de béton et d'asphalte. C'est un espace qui a besoin de recevoir des projets comme ceux-là. Il n'y aura jamais un corridor de connectivité linéaire dans ce secteur-là parce que la trame urbaine est trop importante. Donc, on va y aller par pas japonais, donc plusieurs patchs qui s'adressent à différentes communautés de la biodiversité. Je pense que c'est ça la stratégie. Une réflexion à avoir avec des experts de l'apiculture, par exemple, pour voir c'est quoi la distance minimale qu'il devrait avoir entre une patch de biodiversité et une autre si notre objectif, c'est de soutenir les pollinisateurs. Est-ce qu'on veut soutenir les petits mammifères? Est-ce qu'on veut s'intéresser aux oiseaux? Cibler nos bons indicateurs? Puis rapidement, en faire des emblèmes. Trouver des espèces auxquelles on veut créer de l'habitat, puis en faire un peu notre mascotte de projet pour intéresser la communauté locale le plus vite possible. Moi, je pense qu'en ce moment, ce qui manque, c'est une petite rétroaction vers la communauté pour le projet. Mais je pense que c'est un projet, il en faut un, il en faut deux, il en faut 10. Un corridor écologique seul, ça ne sert à rien. C'est le réseau des corridors qui va avoir un retour positif à terme. J'aime beaucoup cette question-là. Pour les BioBlitz, on en a un justement qui est à la fois obtenu par l'entreprise avec EcoPivot et de l'autre côté avec mon chapeau universitaire. C'est-à-dire que c'est la Société du Parc Jean-Drapeau
Et on va avoir un BioBlitz d'hiver, on n'en a jamais fait, 3 et 4 février prochain. Puis je pourrais échanger les coordonnées à la fin parce que dans le fond, notre objectif, c'est d'attirer une communauté ici sur le site. Donc nous, on a des étudiants de l'Université de Montréal de sciences biologiques qui vont venir. On essaie d'intéresser pour la première fois aussi géographie pour la carto. On va faire du relevé par drone. En tout cas, on essaie des techniques en même temps là-bas, c'est assez intéressant. On l'appelle le pré-BioBlitz parce qu'on en fait un autre après ça dans le coin du 13 et 14 mai à la même place. Donc c'est le Mont Boulay sur le parc Jean-Drapeau. Il faut comprendre que le parc Jean-Drapeau, il y a quelque chose de très fort qui se passe là en ce moment avec l'arrivée du plan directeur de l'île. Dans le fond, on est comme un peu à l'an zéro d'un grand projet de d'écologisation. Un BioBlitz, ça vient juste donner un petit instantané, un snapshot de l'état de la biodiversité. Ça n'a aucune prétention scientifique, mais ça nous donne quand même une idée des hotspots et des zones d'intervention prioritaires. Donc, on essaie de dire, bon, on contribue à notre façon, on vous fournit ça, mais ils ont déjà tellement fait d'études là, du côté de la société. C'est plus pour l'événement que pour la donnée. Ouais. Alexandre, qu'est-ce qu'un BioBlitz? BioBlitz, c'est un inventaire intensif. Il y en a 3 modèles différents en court laps de temps. Hein, fait que ça se passe en 36-48 heures. Dans le fond, grosso modo, on a les BioBlitz scientifiques où on a vraiment une question de recherche supportée par des profs d'université avec du matériel puis de l'analyse statistique. Il y a le BioBlitz éducatif qui ressemble plus à un kiosque de sensibilisation à l'entrée d'un boisé, par exemple. Puis le communautaire, qui est notre modèle à nous autres, qui est un hybride. On a des experts dans le boisé. On n'a pas nécessairement une question de recherche, sauf peut-être quelques étudiants. Puis l'idée, c'est de sortir le plus de données à tous les niveaux, chauves-souris, les insectes terricoles, les relevés d'arbres, les espèces envahissantes. Donc, on essaie de couvrir un ensemble de choses. Bien sûr. La prochaine année, on va annoncer une activité. On va essayer de trouver 1000 espèces dans le campus au Collège Dawson, dans 1000 jours. Avec le programme de bioécologie? Avec le bureau de développement durable du Collège Dawson. Ben moi, je pense que ça, c'est une des forces qu'on a à Contexte urbain à Montréal. Là. Le nombre de collèges puis d'universités présentent toute la connaissance et l'énergie de ces étudiants-là qu'on doit mettre en contribution pour des enjeux réels. Faire un travail scolaire pour un travail scolaire, je pense que les gens en ont assez d'avoir un résultat, mais ils sont capables de voir un vrai impact avec leur travail puis de voir une retombée réelle. Un chiffre comme 1000 espèces, c'est wow. Ça vend quelque chose qui frappe l'imaginaire. Je trouve ça fantastique. On travaille avec iNaturalist. C'est tout. Merci. Ouais. Merci. Oui, c'est une question qui a trait à l'économie de ces solutions sur la biodiversité. Par exemple, pour Thomas, si je me place du point de vue de l'utilisateur futur, en termes d'accessibilité à ces technologies, de facilité d'accessibilité, parce que je suppose qu'il y aura des brevets, etc., et en termes de coût, est-ce que vraiment ces solutions représentent un avenir pour l'humanité? Est-ce qu'elles vont pouvoir être utilisables autre que par des milliardaires ou des gens qui ont éventuellement des gros moyens pour les mettre en place? Bien sûr, l'eau est un enjeu qui intéresse tout le monde et qui est fondamental. Je vais vous donner 2 points de repère. Un, une durée de service, une vie de service de 50 ans. Alors, c'est bien. Et le coût, si on compare ça avec un Smarties ou un M&M, c'est 1/3 du prix d'un M&M. Puis un M&M, c'est utilisation une seule fois. Alors, vous avez 50 ans d'utilisation. C'est pas cher. Je peux vous dire, pour les pots, pour des plantes dans une maison, l'emballage coûte plus cher que le produit. Alors, qu'est-ce qui nous surprend dans nos démarches de commercialisation, c'est nos clients. Ça devient plus en plus intéressant pour water utilities, les producteurs d'eau, ceux qui fournissent l'eau, comme la Ville de Montréal. Vous avez Metropolitan Water District, Los Angeles Power and Water Department, California Department of Water Resources. Ces gens-là, UK, Water Utilities, c'est tout privatisé. Ils voient ce produit-là, ils vont le faire un bail à long terme, 50 ans. Ils n'ont pas de maintenance à encourir. Ils vont le donner aux fermiers qui ont des droits d'eau
pour qu'eux réduisent leur consommation. Et ils vont faire un contrat avec les fermiers pour acheter leurs droits d'eau afin qu'eux peuvent le vendre à d'autres clients. Modèle d'affaires intéressant. Vous devriez faire l'étude par rapport au coût de Mentos. Est-ce que c'est votre comparaison? C'est vrai que ça ressemble plus à un Mentos. Peut-être. Mentos, ça serait encore plus cher qu'un M&M. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour. Ma question, ce serait au niveau des développeurs immobiliers, développeurs urbains. Est-ce qu'on observe qu'ils se préoccupent de plus en plus de la biodiversité? Tu parlais du 1% qui pourrait être dédié aux infrastructures naturelles, je ne sais plus le terme que tu utilises. Est-ce qu'on observe un mouvement dans ce marché-là? Parce qu'on parle beaucoup de densifier les villes, mais en même temps, il faut refaire de la place pour la biodiversité en ville. Est-ce que ça évolue du point de vue des pratiques urbanistiques? Par rapport à il y a 10 ans, mettons, quand j'arrivais avec ces idées-là, j'étais un peu un drôle d'oiseau quand j'arrivais en parlant. Souvent, ce qui accrochait les interlocuteurs, c'est quand il y avait des enfants d'à peu près mon âge. Puis ils disaient, ah oui, mon enfant m'en a parlé, ils ont vu ça à l'école. C'était à peu près ma porte d'entrée pour tricoter, ce qui est un peu plate pour ma crédibilité. Parce que je suis un expert de la question, mais je prenais ce que j'avais pour accrocher l'idée. Aujourd'hui, peu importe à qui on parle, si les gens ne sont pas conscients qu'il y a une grande crise du déclin de la biodiversité, c'est parce qu'il est dans une grotte et il ne lit pas les journaux. Fait que forcément, quand on arrive avec cette idée-là, il y a une sensibilité, il y a une écoute. Est-ce qu'ils sont tous prêts à mettre des sommes importantes pour le faire? Non. Puis, j'ai un exemple par rapport à mon chapeau à l'Université de Montréal où on a créé un espace qui sont les projets éphémères, qui est comme 1,5 hectare de terrain au milieu de la ville, qu'on a rendu disponible à des communautés locales, des organismes communautaires pour faire de la production alimentaire. C'est génial comme projet. Mais juste en taxe municipale annuelle pour l'espace, les organismes n'ont pas à payer ça. C'est l'université qui assume en ce moment ces coûts-là. Même malgré la visibilité, les prix, tout ce qui est produit en alimentation, si on prend une approche purement comptable en ce moment, s'il y a un projet potentiel sur le site, il y a bien des chances que le projet gagne. Même malgré tout le rayonnement et tout ce que ça a pu avoir, ce projet-là. C'est pas gagné. Non, malheureusement. J'aimerais ça te dire. La réglementation va devoir aussi encourager les pratiques. Oui, qu'on ait un état des lieux des friches qui sont où à Montréal, d'avoir un peu leur importance au niveau des services écosystémiques, jouer la game comptable, puis monétariser les services écosystémiques, puis dire, regardez, ça nous rend ça comme service. Si on les développe tous, oui, on aura un retour en taxe, mais à un moment donné, la qualité de vie des gens va être dégradée. Ça, j'aime beaucoup. Il y a des livres de plus en plus qui sortent rédigés par des médecins qui parlent justement de l'écosystème, puis qui parlent justement que plus l'écosystème va aller mal, plus le système de santé va en péricliter, parce qu'il y a des chances qui périclitent, parce qu'on n'est plus en mesure, on projette des nouvelles maladies, des infections des yeux, des stress. Et ça, c'est super intéressant, entre guillemets, là. Je ne vais pas me réjouir du malheur des autres, là, mais ça, c'est qu'une femme qui porte un enfant qui vit un stress au niveau climatique, le fœtus va avoir des enjeux sur son développement sur du long terme. On commence à avoir des études sur 20-30 ans là-dessus. Ça commence à parler aux gens. Je reviens encore sur longue santé. C'est vraiment le filon, selon moi, qui fait que les gens vont embarquer dedans. C'est quand on va être capable de donner un chiffre et qu'on va démontrer que ça a des retours sur la santé des gens. C'est pas fini. Ouais. Sinon, je ne ferais pas mon doc là-dessus. Et peut-être en extension, est-ce que tous les espaces sur toit ou les espaces un peu plus originaux, on va dire, peuvent être aussi mis à profit pour la biodiversité? Oui. Je suis convaincu. J'étais surpris justement. On a fait un inventaire cette année en mode un peu BioBlitz sur un toit vert au centre-ville, puis on a été vraiment impressionnés par la diversité. On s'attendait à ce que les plantes qui survivent le mieux en contexte sur les toitures, ce ne sont pas nécessairement les plantes de nos écosystèmes, parce que c'est extrêmement chaud, très aride, des choses comme celle-là. Mais finalement, oui, c'est vrai, il y avait comme plusieurs plantes, qu'on disait plantes grasses ou autres, qui sont moins associées à notre écosystème ici. Mais pour les pollinisateurs qu'on trouvait dedans, c'était quand même nos pollinisateurs indigènes qui s'étaient adaptés. Donc, on a les espèces qu'on dit qui sont généralistes. Fait que celles qui sont capables de diversifier leur alimentation, c'est elles qui profitent de ces espaces-là. Les espèces qui sont spécialistes, l'exemple clé, c'est le monarque avec sa relation avec l'asclépiade. Donc, dans ce cas-là, ils ont plus de difficultés, les spécialistes.
Donc, on aide. Fait que toutes les surfaces sont importantes. À un moment donné, si on homogénéise trop notre biodiversité en s'intéressant juste aux généralistes, on va avoir un autre problème plus tard. Ça, c'est des genres d'enjeux signaux faibles ou angles morts là, qu'on ne s'intéresse pas tant que ça en ce moment, là, mais que ça pourrait nous revenir dessus dans 10-20 ans. Une dernière question. Oui, bonjour. Je me questionne en fait sur les données et indicateurs de la biodiversité. Vous en avez un petit peu parlé sur ces données-là. Je me demande en fait comment est-ce que des données et indicateurs de la biodiversité aident vos processus de prise de décision comme entrepreneur? Et si oui, quelle est la nature de ces données ou de ces indicateurs et comment? Très bonne question. Ouais. Je n'allais pas vraiment parler. C'est assez compliqué, mais... Oui, ben c'est un champ, là. C'est un champ de recherche qui n'est pas nécessairement le mien. Là. Vraiment, c'est sur, dans le fond, grosso modo, voir l'état d'un écosystème avant les travaux, par exemple, puis une fois que les travaux sont terminés, comment on pense la perte? C'est un peu ça la question, parce que les indicateurs de biodiversité, il n'y a pas un chantier de développement qui n'a vraiment. Là, on vient d'instaurer un à l'Université de Montréal pour le fun, on peut dire, entre guillemets, on dirait qui nous obligeait à le faire. Puis même la firme qui a eu le contrat ne savait pas trop quoi mettre dedans comme indicateur. Fait qu'on est vraiment dans les premiers balbutiements de quelque chose. Je pense que c'est bien parce qu'au moins on a un état des lieux, on a une réflexion autour de la biodiversité. En ce moment, je ne vois pas que ça empêche un projet de se faire. À notre échelle, là, je parle de l'échelle urbaine, moi c'est mon milieu. Tu vas parler du caribou forestier puis des autres enjeux comme ceux-là. Je pense que là, on va dire que c'est un indicateur majeur puis on veut le garder. Là. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est sûr que nous, les indicateurs qu'on utilise à notre échelle, c'est plutôt de la méso, de la microfaune, le recouvrement d'espèces exotiques envahissantes puis les inventaires floristiques en général. Fait que c'est plus ça qu'on utilise. Après ça, il y a comme tout le concept qui s'appelle zéro perte nette. Je pense même que dans le cadre de la COP 15, il y a une journée consacrée à ce concept-là. C'est grosso modo, avant n'importe quel travail de développement, on fait des inventaires complets. Une fois que c'est terminé, il faudrait qu'on soit en mesure, c'est une comptabilité de la biodiversité, là, en mesure de retrouver la même chose dans une autre zone à côté qui, elle, était à zéro ou très faible sur le plan de la biodiversité. C'est sûr que c'est hyper critiquable, là, cette approche-là, juste transférer, puis les résultats ne sont jamais au même niveau. Là. Pensons au milieu humide. Là. Tu ne peux pas recréer un milieu humide qui s'est bâti sur un millénaire en disant « moi je l'ai dégradé, j'en fais un autre à côté ». Là. Ça ne marche pas comme ça. Fait que il y a beaucoup d'éducation encore, parce que je pense que les gens ne comprennent pas la richesse de ce qu'on a comme biodiversité. C'est un truc qui a coévolué, qui s'est développé pendant tellement longtemps par rapport à notre vie humaine ou par rapport à la présence de l'humain. Là. C'est des échelles de temps complètement différentes. Puis je pense qu'il y en a encore besoin d'en parler beaucoup. Fait que les indicateurs, c'est une façon de l'adresser, c'est un élément qui parle beaucoup. Prenons l'exemple de l'abeille à miel, où est-ce que je garantis qu'au mois de mai prochain, il va y avoir une abeille à miel sur un journal à Montréal pour parler du déclin de la biodiversité. Parce que c'est comme ça depuis 10 ans. Puis quel mauvais emblème que l'abeille à miel, qui est une espèce exotique qui ne vient même pas de notre système ici, puis qu'on mette de l'avant. Je pense que juste cet aspect-là, il faut le corriger encore. Je pense que tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Là. Fait que ça, il faut éduquer tout le monde, puis il faut que tout le monde s'approprie sa biodiversité locale. Fait qu'on n'est pas encore là par rapport à des questions. J'aurais aimé ça te répondre une méthode, là, mais il n'y en a pas. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose déjà une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes qui ont été vraiment super. Et donc, petit mot pour conclure. Merci à tous d'être venus. Merci la technique pour avoir été d'un super soutien. N'hésitez pas à venir nous contacter à l'Esplanade Québec. Et comme vous l'avez entendu aujourd'hui, l'affaire de la biodiversité, mais comme tous les enjeux socio-environnementaux complexes, c'est l'affaire de tous, que ce soit des chercheurs, des étudiants, des entreprises, des bénévoles, des politiques, de tous les quotidiens. Et des consommateurs. Et des consommateurs, surtout les consommateurs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous contacter si vous le souhaitez. Puis encore un grand merci aussi au collectif 15 Générations Vivantes pour l'organisation de cet événement. Ils ont dû organiser 60 événements en un temps record. Si vous voulez assister au reste de la programmation,
allez sur leur site web, il y a vraiment beaucoup de bels événements qui sont à venir. Et puis, je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée et puis à très bientôt, j'espère. Merci.